La partie des arguments sont les mêmes. Il a dit moi, je suis trop jeune, je ne sais pas parler. Bon, il s'est fait avoir comme monsieur aussi. Il y a encore qui a refusé la mission. Pratiquement tous, hein. Yecheskel, alors Yecheskel, très spécial Yecheskel, si vous prenez le Nazi là-bas, vous verrez que tout le début, c'est Dieu qui dit à Yecheskel, mais il est temps que tu parles, et il lui explique pourquoi, puis après il y a un blanc qui signifie qu'il attendait la réponse, et Yecheskel ne répond pas. Et après le blanc, c'est Vayomer Elai Ben Adam, c'est Dieu qui recommence à parler, qui lui dit, mais enfin, rends-toi compte, l'importance, etc. Il dit rien. Après il y a un blanc, puis après il y a de nouveau un blanc, il dit rien. C'est que lui, il a trouvé le truc, lui, pour refuser la mission, qu'est-ce qu'il fait? Il se réfugie dans le silence, il dit, si je commence à parler, je suis foutu. Alors à un moment, il y a Dieu qui le soulève, il y a un vent qui le soulève et qui l'amène devant le peuple, dans une ville qui s'appelle Tel Aviv. Tel Aviv qui se trouve où? Tel Aviv, la ville. C'est où ça se trouve, Tel Aviv? Banlieue d'Ashdod. Ben non, c'est pas la banlieue nord d'Ashdod. Le Tel Aviv en question, c'est en pleine Babylonie. Parce que les Yecheskel étaient déjà en Babylonie avant les autres. Ils faisaient partie de la première Nagla, les premiers qui ont été exilés. Donc ils se trouvaient déjà là-bas. Donc il y a le vent qui l'amène jusqu'à Tel Aviv, où se trouvait donc la majorité de ceux qui avaient déjà été exilés. Et là, il reste devant, il s'assoit, il fait du sitting, il s'assoit, il dit rien. Il dit rien. À un moment, Dieu lui dit, écris sur une Megillah les 4 mots suivants. Plainte, lamentation, libéri, etc. Et mange la Megillah. Et Dieu m'a ouvert la bouche, dit Yecheskel, Dieu m'a ouvert la bouche, il m'a fait manger la Megillah. Pourquoi? Pour qu'il puisse ressortir les mots. André Maire, il appelle ça la logophagie. Il a mangé les mots. Et rien, il n'y a rien qui sort. Et à la fin, finalement, il finit par craquer, il dit et il n'aurait pas dû. C'est fini. Après, ça devient un des plus proliques, c'est un de ceux qui parle le plus. Ensuite, il reste. Mais chacun a essayé une autre méthode, et finalement, ça ne marche pas. C'est-à-dire l'idée, c'est que lorsque tu es habité par une névoie, à un moment ou à un autre, tu finiras par la sortir, quelle que soit la volonté ferme que tu as de ne pas participer, de ne pas collaborer. Mais c'est clair que le premier qui a montré le chemin du refus, c'est Moshe, dans ce fameux buisson ardent, où là, il a plein d'arguments pour expliquer pourquoi est-ce que c'est pas une bonne chose. Alors combien il a d'arguments, vous vous rappelez? Ça dure assez longtemps dans le truc. Combien il a d'arguments pour dire que finalement, non, c'est pas une bonne idée. En tout cas, c'est pas une bonne idée le concernant. C'est-à-dire peut-être que s'il veut sortir le peuple, son affaire, mais pas avec lui. Alors, c'est quoi les arguments qu'il a pour expliquer pourquoi c'est pas possible? Il parle pas bien. Il parle pas bien. Ça, c'est l'argument numéro 4. Il y a un aîné. Ils vont pas me croire. Ils vont pas me croire. Ça, c'est l'argument numéro 3. Il y a un aîné. Vous avez jamais touché le tiercé dans l'ordre. Ils vont me demander comment je t'appelle. Ils vont demander comment est-ce que je m'appelle. Comment tu t'appelles? Je ne saurais pas quoi leur répondre. J'ai mon aîné, ça il l'a pas dit. Non, il a peut-être pensé très fort, mais il l'a pas dit. Qui suis-je? Il a dit qui suis-je? D'accord, ça c'est le premier. On va finir par y arriver. Donc le premier, on va essayer de remettre en ordre tout ça. Donc le premier, c'est Nianochi qui est là, El Paro. Qui suis-je pour aller voir Pharaon? C'est bien. Moi qui ne suis qu'un petit berger, je ne sais pas comment parler au roi, etc. De là, tu apprends qu'il n'avait pas vu le dessin animé, là, comment il s'appelle? Le prince d'Égypte, parce que c'est lui le prince d'Égypte, il aurait compris que par raison, c'est son frère qui avait ça. Et apparemment bon. Donc, il dit qui suis-je pour aller parler au roi, premièrement. Après, deuxièmement, si jamais il me demande comment tu t'appelles, je ne saurais pas quoi leur dire. Ce qui est très curieux quand même, mais il dit le Dieu d'Israël, je ne sais pas, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, etc. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire en disant, si jamais il me dit Mashmo, Maomar Aleem, qu'est-ce que je vais leur dire? C'est quoi la question en fait? Qu'est-ce qu'il travaille Moshe pour? Ça veut dire, je ne saurais pas comment te présenter. Dans le fond. Il est toujours habitué avec Avodazara, c'est pas d'Avodazara. Oui, mais enfin, d'accord, mais
Mais on a l'impression qu'il a un problème pour l'appeler par son nom, c'est-à-dire pour l'appeler le Dieu d'Israël, quoi. S'ils me disent Mashmo Maomar Aleem, qu'est-ce que c'est Maomar Aleem? T'as dit Elohim Israël, je l'ai compris. Parce qu'il a un passé égyptien. C'est pour ça non, parce qu'il dit non pas qu'ils vont mettre en doute le fait que moi je suis capable de te présenter, ils vont me dire comment il s'appelle et moi je ne saurais pas. Mais lui, même s'il a un passé égyptien, il sait quand même comment Dieu s'appelle, quoi. Il sait d'abord d'où il vient, bien sûr, il sait comment Dieu s'appelle. Non, mais certainement ce qu'il veut dire, c'est que, c'est-à-dire, Dieu il a des midotes. Alors, c'est ça qu'il veut dire. Comment est-ce qu'ils vont me demander, comment est-ce que, quelle mida, quelle qualité divine a décidé de sortir? Si c'est midatadine, comment se fait-il, pourquoi ça serait plus juste que nous sortions maintenant plutôt que dans 50 ans? Et si c'est midatarachamim, alors où est-ce qu'elle était la rachamim depuis 210 ans qu'on est esclave? Et comme moi je ne suis pas dans tes petits papiers, je ne sais pas comment tu gères le monde, je ne sais pas comment répondre. Ils vont me dire Mashmo, Maomar Aleem. C'est-à-dire, en vertu de quoi, tout d'un coup, c'est le moment de sortir? En vertu de rien du tout, 210, ça ne suffit rien. Il avait promis à Abraham 400 ans. Alors 210, c'est quoi? Ou bien il annule les 400, alors il fallait sortir plus longtemps, ou bien il n'annule pas, alors pourquoi on n'attend pas le bout, quoi? Et moi, je ne sais pas, moi, je ne comprends pas. Mashmo, Maomar Aleem, c'est ça la grande question de Moshe. Donc, premièrement, Bi Anochi, qui je suis. Deuxièmement, qui tu es toi. Troisièmement, de toute façon, ils ne croiront pas. Quatrièmement, de toute façon, je bégaye. Bon, et ça va du plus quoi au moins quoi, les arguments? Ça va de l'argument le plus fort au moins convaincant, parce qu'on n'est pas à Dieu, je bégaye, donc je ne peux pas y aller. Et justement, t'es mal tombé, c'est moi qui m'occupe du genre de truc. C'est ce qu'il lui dit, il lui dit, ça me plaît, là. C'est comme un type qui rentrait, je sais pas, chez le cordonnier, qui lui dit je suis vraiment désolé, j'aurais bien voulu acheter une paire de chaussures, mais ça ne pourra pas se faire parce que je suis pieds nus. Mais ça tombe très bien, c'est justement là qu'on prend les chaussures, c'est un peu la même chose. Il dit je ne peux pas y aller parce que je ne sais pas m'exprimer. Il dit très bien, on va ranger ça, quoi, c'est pas. Donc évidemment, c'est l'argument qui n'a pas, quoi. On voit bien qu'il est au bout il a le dos au mur. Et puis le dernier argument, le tout dernier, le cinquième, parce qu'il y en a 5, le cinquième c'est... Les pouvoirs par rapport au pouvoir des mages ou des sorciers égyptiens, il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de moyen de convaincre, il n'a pas de... Le moyen de convaincre les Égyptiens. Les Égyptiens. Les Égyptiens aussi, peut-être les Juifs aussi. Oui, alors ça c'est ce qu'il a dit au troisième, il a dit s'ils me croiront pas, qu'est-ce que je fais? D'accord? Ça il a déjà dit ça. Le cinquième, en fait, c'est l'argument qui n'en est pas un, vraiment qui n'en est pas un. Le cinquième, c'est 4 mots. Shlach na, beyat tishlach. C'est-à-dire, je t'en prie, envoie quelqu'un d'autre. Je t'en prie, envoie quelqu'un d'autre, ça c'est pas de l'argumentation, ça veut dire simplement que tu n'as pas envie. Et quand il lui dit ça, c'est pour la première fois dans sa carrière de Moshe, Dieu s'énerve contre lui. Ça va pas lui arriver plus tard, mais c'est la première fois que c'est écrit juste après. Il s'est énervé contre lui. Pourquoi il s'est énervé? Tant que tu argumentes, alors on peut discuter. Tu dis comme ça, moi je dis comme ça, etc. Mais si tu me dis envoie quelqu'un d'autre, ben, ça veut dire que tu n'as pas envie d'y aller. Et ça ne se fait pas. C'est ce qu'on disait tout au début. On ne peut pas refuser. Chez nous, l'homme est servi de coup d'âme. On ne refuse pas les missions qu'on nous confie, surtout quand ça vient du patron des patrons. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire j'ai pas envie. Ça ne se fait pas du tout. Et d'autant plus que, avant de te demander de le faire, je t'ai quand même brossé un tableau pour t'expliquer dans quelle souffrance ils sont, que c'est plus possible de fermer les oreilles, que j'ai entendu leurs complaintes, etc. Et toi tu te dis je veux pas. Alors là il s'énerve. Et il s'énerve contre toi. Bien. Alors, donc 5 arguments. Donc 5 arguments. 5 arguments avec 5 réponses bien sûr à chaque fois. Combien de temps ça a pris cette discussion? Une semaine après nos sages. C'est pas écrit dans le texte, dans le texte il n'y a pas écrit combien de temps, mais enfin, nos sages disent que c'était une semaine, ils essaient de le prouver d'une manière ou d'une autre. C'est beaucoup quand même une semaine. Alors quand on lit le texte, on n'a pas l'impression, c'est de monter à la Torah, voilà. Alors, soit on nous cache des choses, il est possible qu'il y ait eu plus d'arguments que ça, mais que ce ne soit pas écrit, c'est possible. Il est possible qu'il n'ait eu que ces arguments-là, mais qu'entre un argument et un autre, il y a eu le temps de la réflexion et de la compréhension de la réponse d'Hachem avant de passer à l'argument suivant, et donc c'est ça qui a pris du temps. Tout est possible, en tout cas ça a pris cette vie.
Moi, ça me fait un petit peu marrer que ça fait 7 jours, parce que vous vous rappelez l'histoire de l'autre Midrash qui dit que pourquoi est-ce qu'il est arrivé devant le buisson ardent? Comment est-ce qu'il est arrivé devant le Sné? Qu'est-ce que dit le Midrash? Le Midrash ultra célèbre, comment est-ce qu'il est arrivé là-bas? Il était en train de faire pète ses troupeaux, et puis tout d'un coup, il y a une brebis qui s'est égarée, la fameuse brebis égarée, donc il y a un coup derrière la brebis, et hop, tout d'un coup, il voit un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Très joli Midrash, évidemment, qui vient justement t'expliquer pourquoi, quand tu es berger, tu es mieux préparé que d'autres à la mission de s'occuper du peuple, puisque tu as développé le sens de responsabilité, puisque tu t'occupes de la moindre petite brebis égarée, donc certainement tu sauras t'occuper du peuple, etc. On comprend bien pourquoi est-ce qu'en général, nos dirigeants, ils viennent justement de chez les bergers en général, pas toujours, mais souvent, plutôt que d'autres métiers. D'abord, il y avait tellement d'autres métiers, il y en avait quand même, il y avait l'agriculteur, il y avait d'autres choses. Et là, évidemment, berger, et aujourd'hui encore, on en parle de manière imagée. Nos voisins chrétiens, protestants en tout cas, appellent leur rabbin pasteur. Bon, et puis les brebis, puis le troupeau, enfin, son marito, ça sont des expressions qui viennent bien sûr du monde du berger, parce que en effet, le berger est à même de diriger. Donc c'est ça que le Midrash veut dire. Mais moi, l'autre Midrash qui dit que ça fait 7 jours, j'ai toujours pensé quand j'ai vu 7 jours, mais alors les brebis. Pendant 7 jours, qui s'est occupé à la zone. Parce qu'il y a beaucoup de courir pour chercher le pour égaler, et le reste. Enfin bon, on pose pas des questions. Sur les migrations, on pose pas de questions. C'est l'idée des migrations. Bon, très bien. Alors, dans le cadre du temps qui vous est imparti, comme on dit à la télé, on n'a évidemment pas le temps d'analyser chacun de ces arguments avec leur réponse, même si on ne met pas une semaine. Par contre, ce que je vais faire avec vous, si ça ne vous dérange pas, c'est le premier. Essayez de voir plus clair avec le premier argument, et c'est là que vous avez peut-être distribué les mots. Alors, vous avez donc le texte devant les yeux. Je vous ai pris simplement les deux derniers psukim de la grande tirade d'Hachem, où il explique pourquoi c'est important maintenant de sortir le peuple. Ve'ata yine tza'aka ben Israël ba'elai, donc c'est la fin de la grande tirade d'Hachem. La complainte, la plainte de Israël est arrivée vers moi. J'ai pu constater également les pressions que l'Égypte exerce sur eux. Verata, et donc, alors évidemment, c'est le but de toute cette révélation du Sné. Verata, lecha, veshlachacha el paro, veotse et ami ben Israël ben Israël, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de t'envoyer. Et voilà. Et la mission, elle est simple, Potse et Ami, Béné Israël, Béné Israël, on ne peut pas être plus simple. Réaction donc de Moshe, c'est la première, donc la plus spontanée, et j'allais dire la moins réfléchie, quoi, la plus vraie finalement. Va Yomer Moshe El Elohim, Mi Anochi Ki Elef El Paro, qui suis-je pour aller voir Pharaon, Bechi Otzi et Béné Israël, Béné Israël, pour sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Qui suis-je pour aller voir Pharaon et pour sortir le peuple d'Israël d'Égypte? Bon. A priori, il y a combien d'arguments de cet argument? 2. Mais la vérité, c'est pas 2. C'est 1. C'est comme si elle est écrit 2 fois. Mi Anochi petit a pour aller voir Pharaon et Mi Anochi petit b pour aller diriger le peuple. Parce qu'évidemment, si j'ai bien compris la mission que tu me demandes d'accomplir, ça se divise en 2 étapes. Première étape, la diplomatie énorme que je devrais avoir pour aller convaincre le tout-puissant Pharaon de laisser sortir tout à coup une main-d'œuvre gratuite qu'il a depuis des années à disposition. C'est pas évident, je sais pas qui je suis pour aller lui faire comprendre des choses pareilles. C'est dingue, comme j'y arriverai jamais. Premièrement, et puis deuxièmement, même si ça marche par miracle, et que je me retrouve tout d'un coup avec un peuple à gérer, mais ça non plus je sais pas faire. Donc si vous voulez, c'est une seule question, c'est le Mi Anochi, qui suis-je? 1, pour aller voir Pharaon et le convaincre, et 2, pour ensuite diriger le peuple. Des Chiotiers, ben Israël, ben Israël, mais il faut des qualités que je n'ai pas. Voilà comment est-ce que normalement on est censé comprendre le premier argument de Moshe. Et voilà comment Rashi ne comprend pas. C'est pas comme ça que Rashi explique. Et Rashi explique de manière très étonnante. Très étonnante, à plusieurs titres, et comme on va le voir tout de suite. Alors regardez Rashi, c'est numéro 1. Mi Anochi, qui suis-je? Ma'ali chashuv, ledaber im hamelachim. En quoi je suis suffisamment chashuv, suffisamment important pour parler au roi? C'est ce qu'on avait compris aussi, c'est vrai.
Et puis là, c'est là qui est très curieux ce que dit Rachid. Sur la deuxième partie de la question, des Chiotiers de Israël, que nous avions traduit, qui suis-je pour sortir le peuple? Et Rachid transforme ça en disant non, c'est pas ça. Même en admettant que je sois suffisamment important, Mazachou Israël, Voilà. c'est dingue de faire entrer ça dans les mots de ce que dit Moshe. C'est-à-dire, quel est le mérite d'Israël pour qu'on leur fasse des miracles et que je les sorte d'Égypte? Parce qu'il a bien compris, bien sûr, que si sortie d'Égypte il y aura, c'est pas par des voies naturelles, c'est impossible. Donc certainement qu'il y aura des miracles. Mais qui dit miracle dit mérite, et franchement, les mérites, je ne les vois pas. Israël, mais qu'est-ce qui lui prend à Rachid de dire que c'est ça que Moshe il a dit? C'est pas ça que Moshe il a dit. Moshe a dit mi anochi, qui est le parole d'écrit otsi. Otsi, c'est avec le aleph du pronom personnel premier, c'est-à-dire d'écrit otsi, qui suis-je pour moi faire sortir? Pas qui sont eux pour sortir, qui je suis moi pour les sortir. Pourquoi est-ce que Rachid met dans la bouche de Moshe des choses que le verset ne met pas? Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire rentrer ça dans le verset si on force un petit peu. On peut traduire comme ça le verset, mais c'est de loin pas la première explication. Or, cette manière de présenter l'argument de Moshe, c'est très problématique. C'est très problématique que Moshe aurait dit tout d'un coup, mais quel est leur mérite pour qu'ils puissent sortir? D'abord, ça ne lui ressemble pas. Enfin, ça ne lui ressemble pas. Le lecteur qui découvre Moshe pratiquement maintenant, il ne peut pas encore savoir, ça ne lui ressemble pas. Mais enfin, très rapidement, on s'apercevra que Moshe, c'est précisément celui qui n'arrête pas d'essayer de trouver du mérite, même là où il n'y en a pas, et de défendre le peuple même quand il ne faut pas, ou comme il enfin, même quand il ne faut pas, il faudrait sûrement, mais comme ce n'est pas si évident de le faire. Au point même qu'il est prêt à donner sa vie, vous vous rappelez après l'histoire du Bonheur, pour sauver celle du peuple. Et là, tout d'un coup, Rachid dit que Moshe aurait dit, mais quel est leur mérite? Mais quel est leur mérite? Ça veut dire en d'autres termes, Mitzidik qui reste là-bas, quoi. Mais pourquoi tu penses qu'il a dit ça? C'est une très grande question. C'est une très grande question, non pas sur le texte, c'est une très grande question sur Rachid. Sur Rachid. Alors vous avez deux explications, deux réponses qu'il faut absolument donner, les deux. La première, on ne peut pas la comprendre tout de suite parce qu'on n'a pas encore vu la réaction de Hachem, mais je vous la dis quand même maintenant, c'est que Rachid ne peut pas, de son côté, expliquer autrement, parce qu'il a compris la réponse de Dieu de telle sorte que c'était ça la question de Moshe. Vous comprenez? Il faut bien que la réponse corresponde à la question. Or, il a lu les versets qui suivent, on n'a pas encore lu nous-mêmes, mais il a lu les versets de la réponse d'Hachem de telle sorte qu'il ne peut comprendre la question de Moshe que par qui ils sont pour pouvoir sortir. Quel est leur mérite? C'est-à-dire, ça c'est, si vous voulez, au niveau technique, pourquoi est-ce que Rachid explique comme ça la question. Mais, au niveau du fond, comment est-ce que Rachid ose dire que Moshe aurait pu penser à un truc pareil? Alors ça demande évidemment une plus grande réflexion, mais bon, vous avez déjà compris que tout celui qui a lu le début de Shemot, donc les épisodes précédents, et surtout avec Rachid, mais même sans Rachid, ne peut pas être complètement surpris de cette réaction de Moshe d'après ce que Rachid en dit. C'est-à-dire qu'il a Rachid en face de lui, il a cette première rencontre entre Moshe et le peuple qui s'est fait donc quelques temps avant. Combien de temps? Depuis qu'il est en Midian, c'est-à-dire d'après nos sages, toujours une quarantaine d'années quand même. Et c'est la dernière fois qu'il avait rencontré le peuple, et cette rencontre avait été traumatisante, je vous rappelle. Et ce traumatisme, cette rencontre première avec le peuple, c'est sans doute ça qui fait que Moshe réagit en disant qu'ils sont pour sortir. Alors on va revenir en arrière pour bien comprendre quel était ce traumatisme que vous avez tous en tête, cette fameuse rencontre. Alors vous regardez s'il vous plaît les psaumes précédents, nous sommes au chapitre 2 cette fois-ci, et on va commencer à partir de Vaï Mahem, c'est-à-dire verset Yud Aleph, verset 11. Donc Perek Bet, Pasuk Yud Aleph, en fait c'est au Shlishi, de la paracha. Vaï Mahem, et à cette époque, Vaïgdal Moshe. Vaïgdal Moshe, ça veut dire que Moshe a grandi
sous-entendu, en quoi c'est important, il est suffisamment grand en tout cas, sans doute au niveau de l'âge, il est suffisamment grand pour pouvoir décider de ce qu'il a envie de faire sans être obligé d'en référer à des supérieurs, etc. Je vous rappelle qu'il a grandi donc, au palais du pharaon, mais au palais du pharaon il y a une hiérarchie bien sûr, surtout en Égypte, c'est très pyramidal, il y a une hiérarchie, donc tu peux pas faire ce que tu as envie, donc tu dois t'en référer au supérieur. Mais au bout d'un moment, toi qui montes dans les degrés de cette fameuse hiérarchie, au bout d'un moment, Vaïgdal Moshe, en tant que prince, tu as suffisamment d'autorité et d'autonomie pour faire ce que tu as envie. Alors qu'est-ce que fait Moshe dès qu'il a une certaine autonomie? Vaïgdal Moshe, Vayetse El Echad. Un truc qu'il aurait voulu faire Satan depuis longtemps, mais qu'il ne pouvait pas, mais là maintenant il peut. Et dès qu'il peut, Vayetse El Echad, il sort voir ses frères. Il sort voir ses frères parce que pour lui, ça pose un énorme problème la vie qu'il est en train de vivre. C'est-à-dire qu'il vit dans une sorte de palais doré, sachant très bien, alors, toute personne qui a un sens moral quelconque, et Moshe évidemment en a, vivrait très mal la chose. Moi j'ai tout le confort du monde, et je fais partie en plus de cette partie du peuple égyptien qui est responsable directement de l'oppression de mes propres frères, alors que les autres, mes frères, y compris ma famille, sont en train de souffrir. C'est un truc invivable. C'est un truc dont je peux pas imaginer la souffrance, bien sûr pas physique, mais la souffrance morale, que quelqu'un comme Moshe a dû évidemment ressentir lorsque, sachant tous les jours que les autres se font fouetter et que lui, il est là tranquillement à avoir. Et au contraire, plus il a un luxe, plus il a de possibilités, de facilités, et plus ça doit être compliqué pour lui. Et donc, dès qu'il peut, par solidarité, c'est pour ça que le texte dit Vayetse El Echad, par solidarité, il veut voir, il sait bien sûr qu'il souffre, mais il veut voir à quoi ressemble cette souffrance, Vayetse El Echad. Et la première chose qu'il voit, donc vous imaginez la scène, donc, évidemment le camp de concentration ne se trouve pas en ville, le camp de concentration se trouve quelque part à l'extérieur, donc il quitte la ville là où se trouve le palais, et il avance jusque là où on lui a dit que les Hébreux travaillaient. Et là, la première chose qu'il constate, avant même de voir les visages, la première chose qu'il voit, c'est Sivlotam. Vayar et Sivlotam. Vous avez remarqué que dans ce passage, il est écrit 2 fois Vayar. Vayar et Sivlotam, Vayar Ish. C'est-à-dire, au début, donc, il constate l'étendue de la souffrance, et seulement après qu'il arrive à distinguer le visage d'un être humain. C'est-à-dire que j'imagine donc, si vous voulez, la scène où il se trouve, il marche dans une sorte de colline un petit peu surélevée, le camp est en bas, et de là où il est, il peut pas encore, il est trop loin pour voir les gens, mais il voit très bien ce qui se passe, il entend les cris, il voit les fouets qui s'abattent, donc ce qu'il voit c'est Sivlotam, la première chose qui le frappe, c'est cette souffrance. Ensuite le deuxième Vayar, ça veut dire que, voyant tout ça, il est comme attiré parce qu'il est en train de voir, il ne peut pas faire marche arrière, il continue à descendre jusqu'au moment où il peut voir un Ish, il peut voir un homme. Sauf que l'homme qu'il voit, c'est un Mitzri. Vayar, il voit Ish, un homme, Mitzri, égyptien. Maké, qui frappe, Ish, un autre homme, Ivri, Me'echad. Me'echad. Me'echad, ça veut dire que c'est un de ses frères. Alors évidemment, c'est déjà écrit Vayetse El Echad. Alors pourquoi c'est écrit une deuxième fois Me'echad, comme pour nous dire apparemment que le coup que l'hébreu est en train de recevoir, lui, il a l'impression physique de le recevoir lui-même. Il est tellement solidaire de ce qui se passe que le coup en question, c'est comme s'il le recevait. Vayar, Ish Mitzri, Maké, Ish Ivri, Me'echad. Et alors, Vaïfen, Ko, Vacho, Vayar, Enish, il a vu que personne ne le regardait. Vayar est un Mitzri, il frappe l'Égyptien. C'est un euphémisme, il frappe l'Égyptien, il frappe, il le tue en fait. Vaïtmene ou Bachol, et il l'enterre dans le sable, parce que il comprend très bien, on aurait pu croire qu'il agit sur le coup de la colère et qu'il a perdu un petit peu la raison, pas du tout. Il sait très bien ce qu'il fait, et la preuve c'est qu'il veut évidemment d'abord l'enterrer pour effacer les traces de son crime. On ne peut pas ne pas être sensible à la musique du verset également. C'est-à-dire, vous savez, quand on lit ce qu'est la Torah, c'est pas seulement le contenu qui est important, c'est aussi les mots utilisés et la musique que ça donne.
Parce que regardez, Vayar Ish Mitzri, Maké, Ish Ivri. Donc il y a combien d'hommes déjà sur la scène? Tu en as déjà 2. Ish Mitzri et Ish Ivri. Or, dans le passage suivant, c'est écrit Vayar Kiem Ish. Il voit qu'il n'y en a pas. Il y en a 2 déjà. Alors je sais bien que le pshat, c'est il n'y en a pas un troisième. C'est ce qui veut dire il fait une kovacho, Vayar Kiem Ish. Il n'y en a pas un troisième. Oui, mais quand même, c'est choquant. Dans la manière de présenter les choses, ça choque l'oreille. Vayar Ish Mitzri Maké Ish Ivri, et puis juste après, il fait le kovacho, Vayar Kiem Ish. Donc, je vous propose une autre lecture qui me semble être celle du pshat finalement. C'est pas Vayfen Ko Vacho Vayar qui en Ish Nosach, mais c'est Vayfen Ko Vacho Vayar qui en Ish. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte tout d'un coup que cet univers concentrationnaire, mais ça, on peut le voir que lorsque tu es présent, quand tu entends qu'il y a quand tu essaies de conceptualiser l'univers, tu ne peux pas encore le comprendre tout ça. Ça, tu le comprends que lorsque tu es présent et que tu le constates de tes yeux. Mais là, qu'est-ce qu'il fait comme découverte? Que cet univers-là déshumanise complètement l'endroit. Parce que ce Ish Mitzri qui frappe sans raison quelqu'un d'autre, uniquement parce qu'il fait partie du peuple qui opprime, uniquement parce qu'il a un fouet dans les mains, il n'est plus très humain. Il a perdu son humanité. Alors, au début, je croyais qu'il était Ish, le Mitzri, parce qu'il avait 2 yeux, un œil et une bouche. Mais finalement, je m'aperçois qu'il n'a plus rien d'humain. Mais, et c'est la deuxième découverte, c'est pas seulement Ko, c'est aussi Ro, parce que le deuxième, qui était aussi apparemment un Ish, Ivri, mais lui aussi n'est plus humain. Parce que quand tu reçois des coups, et que tu ne réagis pas, et que tu ne réagis plus, alors aussi, tu n'es plus très humain. Sans porter du genre de valeur, bien sûr. Sans doute qu'il ne réagit pas parce que la dernière fois que son père a réagi ou son copain a réagi, il est mort. Donc il y a sûrement toutes les bonnes raisons du monde de ne pas avoir réagi, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas s'il a raison ou s'il a tort. Le problème est que dans ces lois qui sont les lois de l'oppression, alors il n'y a plus de place pour l'homme. Vayifen ko vacho vayar ki en ish. Ni celui qui frappe, ni celui qui reçoit n'est plus vraiment un homme. Et alors, qu'est-ce que fait Moshe à ce moment-là? Eh bien, il fait ce que quelqu'un d'autre nous apprendra bien plus tard. Binkom chez en ish, shtadel liyot ish. Quand tu es dans une situation de laquelle l'humanité a disparu, alors toi, sois l'homme de la situation. Là où il n'y a pas d'homme, sois un homme. Et Moshe, qui n'a pas appris le Pirkei ressent naturellement l'injonction d'être un homme là où il n'y en a pas, et en tuant l'Égyptien, c'est-à-dire en frappant le bonhomme injuste, eh bien il remet une humanité dans ce monde qui en était, depuis sans doute très longtemps, qui en était démon. C'est ça l'idée de Moshe. Une idée qui certainement provient chez lui du plus profond de son instinct naturel, son sentiment de justice. Mais en tuant l'Égyptien, c'est comme si tout d'un coup, il remettait le fait que je n'accepte pas l'injustice, ça veut dire que tout d'un coup, tu as retrouvé des valeurs qui sont les valeurs de l'homme. C'est ce que fait Moshe. D'ailleurs, vous voyez, quand il frappe l'Égyptien, c'est plus écrit Ish Mitzri tout d'un coup. Mayach et Hamitzri. Parce qu'il a perdu sa qualité riche depuis qu'il a compris ce qui se passait, hein, il n'est plus vraiment riche. Mayach et Hamitzri avec les noms. Et bien, il rentre chez lui. Il rentre chez lui. Est-ce qu'il a bien dormi cette nuit-là? Je pense pas. Parce que quand vous tuez quelqu'un, rappelez-vous quand vous êtes arrivé la première fois, vous avez tué quelqu'un. Je parle de la première fois, bon, après on s'habitue, mais la première fois qu'on tue quelqu'un, la nuit on ne dort pas tellement. On se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai quand même tué. Et alors je suppose qu'il n'a pas dû dormir énormément. Mais quand il a pensé réellement à la portée de son acte, eh bien, si ça avait été moi, qu'est-ce que j'aurais fait le lendemain? Me basant sur le fait que j'ai enterré le bonhomme et que les traces du crime
sont donc plantés et disparus, comme dans les films, alors je me fais tout petit en attendant que les choses se calment un peu, parce que sûrement il y aura une enquête, sûrement on va essayer de voir ce qui s'est passé, et là, c'est pas le moment de se montrer. Donc moi, à la place de Moshe, pendant quelques temps, quelques mois, je reste tranquillement dans mon palais en attendant que ça se passe. Mais Moshe, non. Bayom Hasheni, nous dit le passage suivant. Vayetze Bayom Hasheni. Mais pourquoi il sort le deuxième jour? Parce qu'il ne peut plus reprendre la vie qu'il avait avant. Parce que plus jamais les choses pour lui ne seront comme avant. Parce qu'il y a une grande différence entre savoir que le peuple souffre et avoir vu ce qu'il a vu. Comment peut-il continuer, ne serait-ce qu'une minute, à vivre dans son palais, alors qu'à quelques kilomètres de là, il se passe ce qu'il a vu qui se passait. Et donc le deuxième jour, comme attiré par une force irrésistible, sachant bien que c'est dangereux pour lui, il retourne au même endroit. Vayetze Bayom Hasheni. Il retourne au même endroit. Tellement la solidarité fraternelle était importante pour lui. Tellement il ne pouvait pas lutter contre ça. Vayetze Bayom Hasheni. Bon, alors là, moi, personnellement, je dois quand même vous dire à quoi je pense, mais je sais que c'est un peu... donc vous n'êtes pas obligé de penser qu'à moi, mais enfin je vous le dis quand même. Peut-être parce que j'ai vu trop de films, justement. C'est vrai que de temps en temps... Moi, ce que je me dis, c'est que Moshe, pendant toute cette nuit où il n'a pas dormi, qu'est-ce qu'il est en train de se dire dans sa tête? Il est en train de dire, j'ai quand même fait quelque chose de formidable. Pour la première fois depuis plus de 200 ans, il y a un Hébreu, moi, qui me suis levé et qui a eu le courage de tuer un Égyptien. Les Hébreux, cette nuit-là, se dit Moshe, ils ont dû être très fiers, très contents. Sans doute que pour la première fois, depuis des générations, ils ont pu relever la tête, relever le dos en se disant « Ah, eux aussi, ils souffrent. » Et sachant donc qu'il a fait ici quelque chose d'extraordinaire, il retourne le lendemain. Et c'est là que je deviens un petit peu influencé par le film. Il a dû se dire, si je retourne au même endroit, peut-être trouverai-je une autre occasion de refaire la même chose. Va savoir si je ne vais pas trouver un petit Égyptien planqué quelque part. Et hop, Vayar est taché. Et après, je rentre vite à la maison, et le troisième jour, hop. Et qu'est-ce qu'ils font les Hébreux toute la nuit, en comptant les points? Ils disent, voilà, il y a un justicier masqué, il y a un zoo quelque part. Bon, voilà, je divague. D'accord. Donc revenons sur le truc. Peut-être qu'il n'a pas pensé à ça. Peut-être qu'il n'a pas pensé à ça, mais quand même, le fait qu'il soit ressorti le lendemain au même endroit, certainement que ça montre qu'il avait l'impression d'avoir fait quelque chose de grand, et il ne peut plus en tout cas faire comme si tout ça n'avait été qu'un incident. Et donc, Vayetze Bayom Hasheni, et regardez comme la Torah joue avec le mot ish, Veine Shnei Anashim. Et cette fois-ci, il envoie deux ish. Shnei Anashim. Mais, alors comment ça se fait? Je crois qu'il n'y avait plus d'humanité. Ouais, il n'y a plus d'humanité dans un univers concentrationnel, lorsqu'on est dans une scène qui oppose l'opprimé à l'oppresseur. Mais lorsqu'il s'agit de deux Ivrim, peut-être que là, il y a encore de l'humanité. Donc c'est pour ça qu'au départ, quand tu vois deux Ivrim, a priori, c'est du Shnei Anashim quand même. Shnei Anashim, Ivrim, Mitzi, qui se battent. Et ça, c'est la première gifle. Il va se prendre 3 gifles ici dans ce petit incident. La première gifle, c'est de constater que les Hébreux, quoique opprimés, trouvent la force, malgré tout, de se battre entre eux. Et lui, évidemment, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, mais ils sont complètement malades, ces gens-là. C'est-à-dire, tu m'étonnes qu'ils ne sortent pas. C'est impossible de sortir de cette situation-là s'il n'y a pas une solidarité minimum au départ. Mais si vous battez entre vous, c'est impossible. Enfin, moi qui ne suis pas esclave, j'ai bien montré ma solidarité avec vous puisque je suis venu en risquant ma vie quand même. Ou en tout cas en risquant ma fonction, ma position. Je suis venu pour prendre fait et cause pour vous. Et vous trouvez moyen de vous battre entre vous, mais ça ne va pas. Alors, très choqué, Vayomer l'aracha, l'abatakerecha. Mais pourquoi tu frappes lui qui est censé être re'echa, ton prochain? Ça pour un esprit pour un juif qui a à peine
lu même superficiellement les psukim de la Torah, pour lui, dès que tu entends Recha, nous quand on entend Recha, quelle passion qu'on pense? V'ahavta l'Erecha, passion que Moshe a écrit, mais plus loin. Donc il ne sait pas encore qu'il a écrit ce passion. Il ne sait pas encore qu'il a écrit ce passion. Il n'empêche que toi, le lecteur, tu ne peux pas t'empêcher de faire le rapport avec v'ahavta l'Erecha. En fait, c'est comme si Moshe disait à cet hébreu, mais enfin, pourquoi tu frappes celui qui est censé être celui que tu devrais aimer? V'ahavta l'Erecha. T'as marqué l'autre. Vayomer l'Aracha. Tu vois, c'est une réchoute. C'est une réchoute d'aller frapper quelqu'un qui aurait dû être l'Erecha. Vayomer l'Aracha, l'âme attaquée l'Erecha. Et c'est là que vient la deuxième chiffre. Vayomer, il lui répond, Misamcha. Misamcha. Qui c'est qui t'a nommé? Qui c'est qui t'a nommé quoi? Ish. Qui c'est qui t'a fait rentrer dans l'esprit, mon vieux, que tu es le seul homme de la scène? D'où c'était venu cette idée? Qu'on est tous des sous-hommes et que toi, pour qui tu prends? Misamcha les Ish. Qui c'est qui t'a fait croire que tu étais le Ish de l'histoire? הוא רואה אותו לבוש במצרי. Ouais. Donc il le voit très bien. Donc comment il peut, איך הוא יכול להעיז les deux qui sera devenu Misamcha? Alors, on va tout de suite essayer de comprendre non, je mets quand même la question. Ouais. Cette question-là que lui dit Misamcha, ça prête à confusion. Pourquoi il lui dit Misamcha les Ish? Ouais. Pourquoi il lui dit Misamcha les Ish? Mais enfin, réfléchis un peu quoi. Je suis là. Je passe devant toi. Dis bravo que moi, en tant qu'Égyptien, je prenne position pour toi. Mazen Misamcha les Ish. Regardez la suite. Misamcha les Ish, Sar. Parce que c'est un Sar. Aujourd'hui, Sar, ça veut dire un ministre. Srara, c'est-à-dire quelqu'un qui a du pouvoir. Ton vêtement égyptien nous prouve que tu as du pouvoir. Et bien, le pouvoir, figure-toi, mon vieux, c'est de se sentir supérieur à nous. Tu peux l'exprimer de deux façons, soit avec un fouet, soit avec des réactions, soit avec des jugements. C'est la condescendance que tu es en train de me dire. Misamcha le'ishsa ve'shofet aleinu. Ve'shofet aleinu. Tu viens nous juger, tu oses dire à moi un rachat, mais qu'est-ce que t'en sais? Mais qu'est-ce que t'en sais? Pourquoi est-ce que je le frappe? Peut-être que je le frappe parce qu'il m'a volé la seule tranche de pain de la journée, et que tout le monde sait que dans cet univers concentrationnaire, si je me laisse prendre le seul morceau de pain de la journée, demain je suis mort. Parce que tout le monde va savoir que je suis un type faible, et c'est fini pour moi. Et c'est pour ça que je le frappe. Mais toi, tu ne peux pas comprendre tout ça, évidemment. Toi, tu ne l'as jamais vécu, toi. Toi, tu étais dans le palais de Pharaon. Quand tu n'as pas de pain, comme a dit Marie-Antoinette, tu prends des poissons. Donc il n'y a pas de problème. Misamcha, les Ish, mais comment tu as pu penser une seule seconde que tu étais le seul Ish? Ça de chauffer, allez-nous. Rachat, tu dis à moi, Rachat. Mais qu'est-ce que t'en sais? Comment est-ce qu'on vit? Qu'est-ce que t'en sais? Comment est-ce qu'on vit? Calme-toi, justicier, Zoran, réfléchis. Ça, c'est une gifle énorme. D'autant plus qu'il a sûrement fait le geste israélien qui accompagne ce genre de réflexion, que vous connaissez bien. 2 fois. Misamcha. En hébreu moderne, on dit la mamie. C'est pareil. Là, ils l'ont pris de là. Ben oui, c'est le petit Olé Khadash tranquille qui vient d'arriver à Ashdod. Il est garé gentiment pour faire sa course. Et puis, t'as l'Israélien ashdodien depuis longtemps. Il a souffert, il est arrivé ici dans les années 50, il n'y avait rien, il a tout construit. Et donc, c'est pas lui son père, enfin, en tout cas, il est garé en double fil. Ce qui fait que le petit Olé Khadash, il n'arrive pas à sortir de la voiture. La voiture est bloquée. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il va voir gentiment le petit Israélien qui est dans sa voiture et qui ne compte pas bouger apparemment. Et il frappe gentiment à la fenêtre. Il essaie de prendre son accent israélien. L'exergue depuis déjà 3 semaines qu'il est arrivé dans le pays. Et il dit Slicha, אתה יכול לזוז את האוטו?
Et alors à ce moment-là, l'Israélien qui lui fait l'homme mieux. Voilà, l'homme, évidemment, il perd tous ses moyens. L'homme mieux. Ou alors il y a une variante, c'est Tbaoula. Misamcha. Misamcha, les ish, sav et shofet aléon. Deuxième gifle. Et enfin, troisième gifle. Non seulement je te refuse l'autorité morale qui consiste à te placer en tant que juge de nos petites affaires à nous, toi qui n'y connais rien, mais, et peut-être la troisième gifle est encore plus douloureuse que les deux premières, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Ça te ferait plaisir? Est-ce que tu crois qu'on résout les problèmes en tuant les gens qui ne nous plaisent pas, peut-être? Parce que tu crois que quand tu as tué l'Égyptien hier, tu as fait ton travail, tu allais dormir tranquille. Mais nous, quand on est rentré, tu as pensé à ce qui nous est arrivé quand on est rentré? On est rentré tranquillement ce soir-là, et là, tout d'un coup, ils ont fait l'appel. Alors, comme d'habitude, il manquait quelques Hébreux qui sont morts en route, mais ça, c'est le courant. Mais ils sont aperçus très rapidement qu'il manquait un garde. Et attends, Mahmoud, il n'était pas censé être avec vous, là? C'était quelle section, là? La B5. Appelez-moi tous ceux qui étaient dans le B5, là. Ah, ils arrivent tous. D'ailleurs, je t'appelle. Alors, personne n'est au courant de ce qui s'est passé avec Mahmoud? Vous n'avez rien vu? Eh bien, on va faire un interrogatoire serré. Et toute la nuit, je ne vais pas vous raconter les interrogatoires égyptiens, vous savez comment ça se passe. Donc, toute la nuit, ils ont passé une nuit très difficile, très délicate. À cause de qui? À cause de ce bonhomme, là, de ce justicier aux yeux de lui-même, qui se prend pour Zorro. Et qui fait quoi finalement? Un Égyptien en moins. Big deal. Et alors? Et qu'est-ce que ça a changé? À part qu'on souffre davantage, à part qu'on s'est fait avoir, qu'est-ce que ça a donc changé? Alors, gagner à t'en je sais pas, tu veux me tuer, tue-moi. De toute façon, est-ce que m'a dit quelque chose? Alors, gagner à t'en et là, il s'aperçoit que non seulement il lui dénie le droit de s'ingérer dans leurs histoires personnelles entre eux, mais qu'il lui reproche d'avoir fait ce que, à ses yeux, c'était le meilleur service qu'on peut leur rendre, un service d'autant plus courageux, et dangereux. Ouais. Et voilà que même ça, on le lui reproche. La réaction de Moshe, c'est un véritable traumatisme. Il ne se remettra pas de ces trois gifles. Regardez comment est-ce qu'il réagit. Ben, Yira Moshe. Il est pris d'une crainte. Yira Moshe. Vayomar, et il se dit Achen Nodar Davar. Donc la chose est sûre. Achen Nodar Davar. Donc la chose est sûre. Et Rashi, très justement, très pertinemment, dira la chose suivante. Achen Nodar Davar. Deux explications pour Rashi. Première explication. Kemash Mao. Comprends-le comme tu le lis. C'est-à-dire, Achen Nodar Davar. Maintenant, je vois que la chose est sûre. Moi, je pensais que j'avais tué l'Égyptien, j'avais caché le corps, et donc on n'en parlerait plus, mais je vois que les gens en parlent. Et qui en parle? Les Hébreux eux-mêmes en parlent. Et comment est-ce qu'ils en parlent? Pas de la meilleure manière. Et donc certainement un jour ou l'autre, ça va arriver aux oreilles de celui qui ne devrait pas arriver. Donc il est temps de partir. Ça, c'est la première lecture. Mais Rachid donne une deuxième lecture, beaucoup plus subtile encore. Il dit Achen Oda Davar, Midrasho, Nodal Yadavar Sheikitame Allah. Maintenant, je comprends ce qui m'étonnait tout le temps. Mais comment ça se fait que ce peuple-là souffre encore tellement aujourd'hui? C'est ça que je ne comprenais pas. Maintenant je comprends. Qu'est-ce que tu comprends? Je comprends que c'est un peuple qui ne veut pas sortir. C'est un peuple qui a accepté l'esclavage comme étant quelque chose d'irréversible et finalement de naturel. Alors, quand les esclaves prennent l'esclavage pour quelque chose de naturel, ça ne s'appelle plus l'esclavage, ça s'appelle de l'aliénation. Et quand tu es aliéné, tu n'as aucune chance de sortir. Parce que la première condition pour sortir, c'est d'abord de comprendre qu'est-ce que c'est que l'esclavage. Mais si pour toi c'est quelque chose qui est normal, un Égyptien est né pour être oppresseur et un Hébreu pour être opprimé, gamin, Achen Oda Alava, je comprends. Je me disais, c'est vrai, mais pourquoi c'est totalement, pourquoi il n'y a pas de révolte? Alors, évidemment, si c'est comme ça qu'il résonne, j'ai plus de questions. Achen Oda Alava, les machines. Les Noirs en Afrique, qui ont été esclaves pendant des siècles, n'avaient absolument aucune chance de se révolter.
parce qu'ils nous laissaient à l'intérieur d'un système qui pourrait être naturel. Et donc jamais ils n'auraient pensé à se révolter. Et s'ils se sont révoltés à la fin, c'est pas parce que les Noirs ont décidé de se révolter, c'est parce qu'il y a des Blancs qui ont commencé à réfléchir que ce qui se faisait, c'était quand même scandaleux. Et alors après, une fois qu'ils ont commencé à dire c'est scandaleux, les Noirs, voyant que les Blancs, certains disaient que c'était scandaleux, ils ont compris que c'était en effet scandaleux. Mais s'il n'y avait pas eu ce réveil moral du côté des Blancs, eh bien, ils seraient encore esclaves aujourd'hui. Parce que quand tu arrives à comprendre que c'est comme ça que ça doit être, tu ne peux pas sortir de ton esclavage. Et Moshe comprend ça très bien. Et donc, quand il quitte l'Égypte, c'est pas seulement un réfugié politique qui s'en va parce qu'il est poursuivi, parce que sa tête va être bientôt mise à prix et donc il est obligé de trouver un refuge quelque part ailleurs. Mais c'est également parce qu'il n'a plus rien à faire en Égypte. Au niveau d'identité, il n'a plus rien à faire. Avec qui donc pourrait-il trouver une manière de se sentir chez lui là-bas? Avec les Égyptiens, il n'a jamais pu. Il croyait que les Hébreux étaient ses frères. Mais finalement, non, il y a trop de choses qui les séparent. Alors s'il n'est plus ni Égyptien ni Hébreu, qu'est-ce qu'il a fait ici? Et donc quand il quitte l'Égypte, c'est pas seulement qu'il quitte l'Égypte pour trouver un refuge politique. Il quitte les identités qu'il n'est plus capable d'assumer. Il est, si vous voulez, en quête d'identité. Moshe qui sort de l'Égypte à ce moment-là, perd toute identité. Et il en cherche une autre. C'est ça qu'il est en train de dire. Très moderne d'abord. Et Moshe s'en va. Et regardez ce qui se passe tout de suite après. Et c'est très important le tout de suite après. Parce que tout de suite après, justement, on nous plonge. Tout de suite après, ça veut dire en conséquence de ce qui vient de se passer. On a l'impression que c'est un troisième épisode qui n'a rien à voir avec les deux premiers, mais non, pas du tout. C'est la suite logique de ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Yivrach, Moshe nous préparons, Yeshem, Eretz Midian. Il arrive donc dans un pays qui s'appelle Midian, et c'est une troisième identité qui se présente à lui. Et Yeshem, ça veut dire qu'il a l'intention de s'y installer. Là, tu diras, Yeshem comme Yeshem Yaakov, Mitakev Sham. Il sait qu'il va y passer longtemps. Yeshem Eretz Midian, Yeshem à la BR. Pourquoi la BR? Parce que, évidemment, le puits qui est à l'entrée de la ville, c'est l'endroit où tout le monde se retrouve. Et donc, s'il veut chercher un gîte ou un boulot ou quelque chose dans cette nouvelle contrée, c'est évidemment là-bas, autour du puits, qu'il le trouvera. Et donc, il s'installe que du puits. Et là, les Chohen Midian chez Babanon. La Tabona, la Tiblena, avec le Malena, et Alati, Nashkot sur la mienne, elles viennent, ces filles du Kohen Midian, elles viennent pour faire paître leur troupeau, enfin pour les abreuver. Il va y avoir un Ro'im, peut-être ici, plus que partout ailleurs, l'étymologie, enfin en tout cas la ressemblance, au moins la consonance de Ro'im qui rappelle Ra'im, il va y avoir un Ro'im, va y Gershom, il jette, il le rejette, il renvoie les jeunes filles, et là, Moshe, pour la troisième fois, fait un acte de justice. Et cet acte de justice qu'il fait, cette façon, on ne peut plus lui dire que c'est parce qu'il a une solidarité avec. Il ne connaît pas ces filles-là. Il ne sait pas qui elles sont, il ne sait pas d'où elles viennent, mais de manière très claire, il est en présence d'un acte injuste et Moshe ne supporte pas la justice. Alors, il y a comme Moshe, seul contre ses bergers, je ne sais pas comment ils étaient. Je ne sais pas ce qu'il a fait d'ailleurs, c'est pas écrit, on s'en fout apparemment, mais je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Nous, il a pris. Peut-être que les princes en Égypte apprenaient les arts martiaux, je ne sais pas. En tout cas. Il y a comme Moshe ici, donc levé, comme Moshe. Yoshi'al, il a réussi à les sortir de là. Yash Ketsona, et par un geste ultime de gentlemaniout, il a décidé de lui-même, bien que les bergers étaient déjà partis, donc elles auraient pu elles-mêmes abreuver leur troupeau, mais non, par compensation, parce qu'elles ont passé comme. Alors c'est lui qui donne à boire au troupeau. Formidable. Donc elles rentrent voir leur père, qui s'appelle Reuel, il y a plusieurs noms. Yomer, et le père en question dit Madoua Mi'atem Boy. Comment se fait-il que vous soyez déjà là aujourd'hui? De la t'apprendre que c'était toujours comme ça. Chaque fois elles arrivaient tôt pour arriver avant les bergers, et chaque fois que les bergers arrivaient, elles se faisaient mettre de côté de manière violente, et donc elles revenaient toujours très tard. Et là, tout d'un coup, elles reviennent plus tôt. Alors, étonné, le père dit Lama Mi'atem Boy. Et la réponse, Batomarna Ish.
il y avait un homme. Dans ce monde de brutes, il y avait un homme. Mitzri. Il avait toute l'apparence d'un Égyptien, mais c'était un homme. Comme on dit chez nous, c'était un mensch. Ish Mitzri. Etzilan miyad avorim. C'est lui qui nous a sauvés des mains de ses royaumes. Non seulement il nous a sauvés, mais, gentlemen, vegam dalo dalalan vayash tetatson. Vayomer al fenotav ve'ayu. Mais où elle est cette perle rare? Lama ze'azartem et ha-ish. Pourquoi donc avez-vous laissé de côté cet homme pour une fois qu'il y en a un? Sous-entendu, j'ai 7 filles à marier. Et j'ai jamais trouvé d'homme dans la région. Là, t'en as un, tu laisses dehors, mais allez le chercher. Allez le chercher. Lama ze'azartem et ha-ish. Ha-ish. Ça veut dire que pour la première fois depuis le début de cette histoire, l'action de justice qu'a entreprise Moshe est reconnue à sa juste valeur. Enfin, on reconnaît son action comme une action d'humanité. Lama ze'azartem et ha-ish. Kir'en lo ve'yochal lachem, qui viennent donc manger avec nous. Nos sages diront, au reprochement à Moshe de ne pas avoir tout de suite rectifié en disant « Je ne suis pas Mitzri ». Pourquoi m'appeler Mitzri? Bon, d'après le Pshat, c'est un mauvais procès parce qu'il n'était pas devant quand elles ont dit Ish Mitzri, parce qu'elles vont maintenant le chercher. Enfin, je suppose que le Midrash veut dire, après aussi, elles ont continué à l'appeler Mitzri, il n'a jamais rectifié. Donc le Midrash dit, mais enfin, il aurait dû dire « Mais non, je ne suis pas Mitzri ». Oui, mais d'après ce que nous on a expliqué jusqu'à présent, et comme il ne sait pas ce qu'il est, qu'est-ce que vous voulez donc qu'il rectifie? Ish Mitzri. Ah non, je suis désolé, je ne suis pas Mitzri. Alors t'es quoi? Tu m'aurais posé la question il y a quelques jours, je t'aurais dit je suis hébreu, mais là, franchement, je ne sais pas. Et donc il a préféré ne rien dire. Mais il accepte l'invitation. Pas seulement parce qu'il a faim, mais parce qu'il semble enfin rencontrer un autre Ish. Et d'ailleurs, c'est ce qui est écrit exactement dans le passage d'après. Vayoel Moshe, la shevet et ha-ish. Et Moshe accepta de s'asseoir avec l'homme. Et cette fois-ci, il y a deux hommes. Il y a l'homme Moshe, c'est ainsi que les filles l'appellent, Ish Mitzri. Et il y a l'homme Yitro, c'est ainsi que Moshe l'appelle, puisque Vayoel Moshe, la shevet et ha-ish. Et si vous voulez, c'est une sorte de compensation, de réparation, de tikkun, de ce Vaïfen, Kovachor, Vaya Kianish. Là-bas, il y avait aussi deux hommes, mais aucun des deux finalement n'était Ish. Et ici, il y a deux hommes, c'est deux Ish. Il y a le Ish Moshe et il y a le Ish Yitro. Alors, Vayoel Moshe, la shevet. Si c'est comme ça, je suis d'accord de rester. Vayoel Moshe accepte la shevet de s'installer, Ima Ish, avec Et Ish, avec elle. En vérité, ce passouk, qui est le passouk Kaf Aleph, est certainement le passouk le plus marrant de tout le livre de Shemot, bien que je ne sois pas persuadé qu'il a été écrit à des fins rigolotes. Mais quand je le lis, je ne peux pas empêcher de penser que c'est vraiment un passouk marrant. Parce que le passouk ne s'arrête pas là, comme il aurait dû, mais le passouk continue. Donc on va lire tout le passouk. Donc, Vayoel Moshe, Shevet et Ish, et Moshe accepta de s'asseoir avec l'homme. Vaïten et Tzipora Biton et Moshe disons. Il avait 7 filles, ça lui Oui, mais enfin, on aurait pu fermer le passouk déjà. Et commencer un autre. Mais non, ils font chez nous. C'est le shidduch le plus rapide de l'histoire des shidduchim. C'est-à-dire, on a l'impression que Moshe accepte de s'asseoir manger avec Yitro, ok? Et que Yitro lui dit, alors là, il y a le poulet, là, il y a la mayonnaise, et ça, c'est Tzipora. C'est ce qu'on a l'impression de ce qui est en train de se passer. Vayoel, Moshe, la shevet et ha-ish, vaïten, Tzipora, Biton et Moshe. Je suppose qu'il s'est bien passé quelques jours, peut-être quelques semaines quand même, entre les deux parties du verset. Mais alors, à ce moment-là, le verset aurait pu s'arrêter, comme il le fait souvent. D'autant plus que le verset suivant commence par Batelel, dis donc. Batelel. Et les gars, je suppose qu'il y a eu 9 mois entre la fin du verset précédent et le début du verset suivant. Au moins 9 mois. Mais enfin, le passouk te raconte ça avec une rapidité déconcertante. Il s'assoit à manger dans le même verset. Il se marie, le verset d'après.
rapidité vient nous apprendre, si ce n'est que pour Moshe, ce mariage avec la Midianite ne pose absolument aucun problème. C'est-à-dire que si ça avait été un réfugié politique, alors comme un réfugié politique, il s'assoit provisoirement dans le pays qui lui sert de refuge, il attend tous les matins en achetant le journal, il va voir si sa tête est toujours mise à prix là-bas ou bien si le moment est venu où il peut retourner. Et dès qu'il peut retourner, il retourne. Certainement, il ne va pas s'installer, se marier, avoir des enfants. Mais comme Moshe n'est pas un réfugié politique, mais quelqu'un en quête d'identité, et qui lui semble avoir trouvé une nouvelle identité qui s'appelle Midian, qu'est-ce qu'il se dit? Va pour Midian. Tu me proposes ta fille, mais oui, bien sûr, je prends. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On partage les mêmes valeurs. Alors, ok, je suis Midianite, très bien. Donc, va Yeshem Moshe. Et regardez d'ailleurs la preuve, c'est comment est-ce qu'il appelle ce fameux gosse qui vient de naître. C'est lui qui l'appelle, hein, c'est Jean-Jacques, c'est les mères qui, dans la Torah, qui appellent les enfants, mais là, c'est lui qui donne le nom. Gershom. Pourquoi Gershom? Kiama, Ger Hayiti. J'étais étranger sur une terre étrangère. De quelle terre il parle donc ici, évidemment? De l'Égypte. Là-bas, j'étais étranger sur une terre étrangère. Gershom, j'étais étranger là-bas. Et là maintenant, dans le Hachem, tout va bien. Vous comprenez? Là maintenant, tout va bien. Je suis Midiani. Gershom. Je sais bien qu'il y a des gens, il y a des méfarchim qui expliquent autrement. Ils disent non. Gershom, il veut dire qu'il est étranger ici, en Midian. Mais qu'il n'ose pas le dire officiellement parce que l'autre il va se vexer. Mais c'est pas vrai, il y a une Gershom, Haïti. Mais là maintenant, je ne suis plus guerre du tout, je me sens tout à fait chez moi maintenant. Et si ça avait tenu qu'à lui, c'est pas 40 ans qu'il aurait été berger Midiani de son beau-père. C'est toute sa vie. Parce que quand même, cette affaire du bichon ardent, si elle prouve bien une chose, c'est que l'initiative de tout ça est venue d'en haut. Que lui, personnellement, il continue à être le berger de son troupeau. Sauf qu'un jour, comme les autres, où il allait de nouveau faire paître le troupeau de son beau-père, tout d'un coup, il se passe quelque chose. Tout d'un coup, il y a la révélation. Première révélation prophétique de Moshe. Et Dieu lui dit, hé, tu te souviens la promesse faite à Abraham, Yitzhak, Yaakov, ce peuple qui souffre, j'ai entendu, Tsarakotam, j'ai entendu. Il est temps de les sortir, et tu as un rôle là-dedans, mon vieux. Alors vous comprenez maintenant, Moshe qui dit, qui, moi? Bon, ça c'est spontané. Qui, moi, berger. Mais tout de suite après, et dans un même souffle, dit Rashi, qu'est-ce qu'il dira après? Il dit quoi? Eux? Et moi je pensais que cette affaire-là, elle était finie depuis longtemps. C'est terminé. J'avais oublié cette affaire-là. Ça fait 40 ans que je suis maintenant berger là chez Yitro. Quoi? D'après nos sages, c'est 40. D'après nos sages, les gens qui ont vécu 120 ans, en général, c'est divisé en 3 parties, 40, 40, 40. Voire Rabbi Akiva, par exemple. Et ici, c'est 40 ans égyptiens, 40 ans midianites et 40 ans hébreux. Et 40 ans du désert. Bon, Moshe qui dit, je croyais que c'était terminé. Je croyais, Mazachou Israël, dit Rashi. Vous voyez le Rashi maintenant. Mazachou Israël. Enfin, pourquoi Israël? Quel est leur mérite à cela pour pouvoir sortir? Pourquoi faire un miracle à des gens qui ne le veulent même pas? Ils ne veulent pas de ce miracle. Ils se complaisent dans leur truc. Il n'y avait que 2 délateurs, mais c'était pas tout le peuple. Ouais, moi j'imagine que si Moshe a réagi comme il a réagi, c'est que certainement, c'était pas que 2 délateurs. C'est certainement quand ils ont dit Musamtra, il y avait plein de gens autour qui ont voulu retourner Musamtra. Et donc il s'est dit, ils sont représentatifs, en tout cas du courant général. Ouais, c'est ce qu'il a pensé certainement. Et quand il est parti en claquant la porte de l'Égypte. Et que là, tout d'un coup, lorsque Dieu lui dit, mais tu vas retourner là-bas, il se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Mazachou Israël, j'ai accès à la messe de Océan Israël. Alors on va reprendre donc notre passage, c'est-à-dire la feuille que vous avez en face des yeux, c'est-à-dire le chapitre 3, c'est-à-dire le verset Yubet, verset 12. Vayomer, et on continue à lire d'après Rashi. Vayomer, et Dieu répond. Et voici la réponse divine à la question de Moshe, qui est donc d'après Rashi, non pas une double question, mais 2 questions bien distinctes. Mi Anochi et Mi Hem, qui je suis moi et qui sont eux. D'accord? Et donc il y a 2 questions différentes
auquel Dieu doit répondre. Vayomer, et voilà la réponse d'Hachem, ça tient dans un seul verset, le 12. Vayomer, 2 points. Petit a, qui est Yehimach? Je serai avec toi. Petit b, et voici le signe que c'est moi qui t'envoie. Petit c, lorsque tu sortiras le peuple d'Égypte, parce que tu sortiras, que tu veuilles ou pas, eh bien vous me servirez sur cette montagne-là. De là, en parenthèse, tu apprends que cette montagne-là, le buisson ardent, c'est le Har Sinaï. C'est le Har Sinaï. D'ailleurs, on l'appelle donc Tarbut Elohim, c'est évidemment référence au Mamad Har Sinaï. Et d'ailleurs, je n'ai pas lu le verset d'avant, mais quand il arrive là-bas, il arrive à un endroit qui s'appelle, donc au début du chapitre 3, Moshe Yahweh Tzorikod, Vaïnag et Tatson Acharamidbar, Vayavo El Har HaElohim Choreva. Il arrive au mont Chorev, qui s'appelle le Har Elohim, qui s'appellera plus tard le Har Elohim, et que la Torah appelle déjà maintenant, par anticipation au Har Elohim. Autrement dit, on est bien au Sinaï, Chorev c'est le Sinaï. Donc le Sinaï c'est le Sinaï. Pour rien que Sinaï c'est un peu la même consonance. Donc Dieu lui dit, quand tu les amèneras ici, ils me serviront. Donc il y a 3 parties dans la réponse. D'abord, je serai avec toi. Deuxièmement, voici le signe que c'est moi qui t'envoie. Et troisièmement, quand tu reviendras avec eux ici, eh bien, ils me serviront, vous me servirez sur cette montagne. Et là, évidemment, le lecteur ne peut pas se poser la question. D'abord, c'est quoi cette histoire de signe? Voici le signe que c'est moi qui t'envoie. Mais enfin, il n'a jamais, jusque-là en tout cas, mis en doute le fait que c'est lui, que c'est Dieu qui lui parle. D'ailleurs, en général, les prophètes, à une exception près, les prophètes ne remettent pas en question. Il y a des dizaines et des dizaines de fois que Dieu parle avec quelqu'un, soit par un rêve prophétique, soit par une révélation prophétique, enfin, quel que soit le système, et jamais vous avez vu le prophète qui dit est-ce bien toi? Apparemment, les choses sont tellement. Moi, j'y étais pas, donc je ne peux pas vous dire, mais apparemment, les choses étaient tellement évidentes pour celui qui les a vécues que la question est-ce bien toi ne se pose même pas. C'est clair que c'est toi. Et donc, là aussi, Moshe ne demande pas prouve-moi que c'est bien toi. Et donc, on ne comprend pas pourquoi est-ce que Dieu se propose de lui prouver quelque chose qu'il n'a pas demandé. Voici le signe que c'est moi qui t'envoie. Première question. Deuxième question, cette partie que j'appelle la partie B, voici le signe que c'est moi qui t'envoie, est-ce la fin de la partie A ou le début de la partie C? C'est-à-dire que d'après Rashi, il a posé 2 questions. Ça aurait été bien que la réponse se divise en 2. Une première partie pour la première question, une deuxième partie pour la deuxième question. On voit là que la réponse de Dieu, elle a 3 parties. Qui est Imach, Vezelech Kanochi Shelaticha, Beotiacha et Tamim Israël. D'où la question, Zelech Kanochi Shelaticha, est-ce que c'est la fin de Kanochi qui est Imach ou bien c'est le début de la réponse à la deuxième question? On va tout de suite voir comment est-ce que Rashi se tire de ça, et puis qu'est-ce que c'est que Zelech Harot? Alors, pour comprendre ce que Rashi m'a dit, il faut d'abord savoir que chez Rashi, il y a un klal où il est très cohérent depuis le début jusqu'à la fin du Chumash. Chaque fois qu'il y a écrit Zé ou Zot pour Rashi, ça veut dire quelque chose qu'on peut montrer du doigt. Zé, c'est un truc que tu vois. Zot, Zé, c'est quelque chose. Et donc pour Rashi, le seul Zé possible ici, c'est le buisson ardent. C'est le buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Et voilà comment est-ce que Rashi il répond à la question. Ou plutôt comment est-ce qu'il interprète la réponse de Dieu. Regardez Rashi. Vayomer ki imach, Eshivo al rishon rishon, val acharon acharon. Il a répondu à Moshe en 2 parties. La première partie sur la première question, la deuxième partie sur la deuxième question, qui est le signe, nous disons ça d'ailleurs, d'une grande intelligence quand tu réponds dans l'ordre des questions posées. Parce qu'on a tendance en général à répondre à la dernière question. Et oui, mais ça veut dire que tu n'es pas très. Tu te laisses entraîner. Il faut avoir un esprit analytique. Donc tu réponds à la première. Yeshiva Rishon, Chez Amarta, mi anochi kelech al paro, sur ce que tu m'as dit, qui je suis pour aller voir Pharaon, lo shelchai, ki micheli. T'inquiète pas, c'est pas toi. Toi, c'est vrai que t'es rien. Mais moi, je suis avec toi. Qui est Yéma? Ça, c'est la réponse à la question. Qui je suis? Qui je suis? Je suis avec toi. Et le zé,
d'après Rashi, c'est la suite de cette première réponse. Il n'y a pas la deuxième question, c'est toujours la première. Vezer hamare ashareita basne, ce que tu vois ici, le buisson qui brûle et qui ne consume pas, lecha haot kanochi shelatecha vient te montrer comment est-ce que je me conduis avec mes shlichim, avec ceux que j'envoie. Parce que le Sné, finalement, sur le buisson, c'est un chaliach de Dieu. Il a été envoyé par Dieu pour faire quoi? C'est quoi sa mission? Le chaliach, c'est quelqu'un qui a une mission. C'est quoi la mission du buisson? La mission du buisson, c'était de. Pourquoi est-ce que le buisson brûle et ne se consume pas? C'est quoi sa mission? D'attirer l'attention de Moshe. Ok, il a réussi sa mission, le buisson. Il a réussi sa mission. Donc on pourrait maintenant le brûler un peu le doigt. Mais non, il continue à la brûler sans se consumer. Parce que moi, mes shlichim, dit Dieu, je m'en occupe jusqu'au bout. On n'est pas là vendu. Non, c'était juste pour la glace. La Gendure, on est placé pour en parler. La Gendure s'occupe très bien de ses shlichim, bien sûr, et à l'aller et au retour, comme tout le monde sait. Mais, c'est ce que j'ai dit. Ça, ce buisson-là, c'est le signe que c'est moi qui t'envoie. Ça ne veut pas dire que c'est une preuve que c'est moi qui t'envoie et pas quelqu'un d'autre. Ça veut dire c'est la preuve, c'est le signe qui te montre comment est-ce que je me conduis avec les shlichim. C'est quand j'envoie quelqu'un faire une mission, je suis avec lui jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Je ne laisse pas tomber. Et toi, je t'envoie, je suis avec toi, mon vieux. Comme j'étais avec le buisson, la même chose. Donc ça, les éléphants de c'est la suite de la réponse qui est Imach. Et avec ça, on a répondu à la première interview de Moshe, Miradokhi. Et maintenant, dit Rashi, on va passer à la deuxième. Et c'est là le chidouche extraordinaire de Rashi, qui est vraiment extraordinaire parce qu'il jette un regard très nouveau sur le problème de l'élection d'Israël. Regardez ce que dit Rashi, c'est incroyable. Quant à la deuxième question de Rashi, comme tu as vu le buisson qui fait mashkichut et qui ne se consume pas, car t'es l'air mashkichuti, ainsi toi aussi tu feras mashkichut, mais il ne t'arrivera rien. Fin de la première partie. Deuxième partie. Veshesha'alta. Quant à ce que tu m'as demandé, Ma'azechut yesh Israël, sheyetsu mi'Israël, quel est le mérite d'Israël pour sortir d'Égypte? Davar gadol yesh li alot sa'azu. J'ai une très grande chose à dire là-dessus. Sha'arei atidim lekabel la Torah ala haraz. Un jour, dans 3 mois, ils seront ici, au même endroit, sur cette montagne. Ils accepteront la Torah. Voilà ma réponse. Et c'est pas la question. Je t'ai pas demandé dans quel but tu les sors. Je t'ai demandé quel est leur mérite pour mériter de sortir. Tu aurais dû me dire le mérite. Je sais pas, ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé leurs vêtements. On aurait pu trouver des mérites. Ou alors ils ont un scrutabot. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Apparemment, tous ces mérites qui sont les mérites passés ne sont pas suffisants pour justifier une sortie d'Égypte, avec tout ce que ça comporte. Alors qu'est-ce que dit Dieu? Dieu dit à Moshe, ne regarde pas les mérites réels ou imaginaires du peuple, c'est pas à cause de leurs mérites passés que je les sors, c'est à cause de leur destin futur. Mais ça, tu ne pourras pas le comprendre tant que tu ne l'auras pas vécu. Je te donne rendez-vous dans 3 mois ici. Et là, tu comprendras pourquoi je les sors. Je ne sors pas le peuple parce qu'il a fait quelque chose, je sors le peuple parce que j'attends de lui qu'il en fasse. Et moi, Dieu qui crée le monde et qui crée les hommes, je sais que de tous les peuples de la terre, c'est le seul qui sera capable de me dire oui quand je lui dirai voilà la Torah. C'est pour ça que je sors. Combien de fois ça nous est arrivé à nous de nous poser la question Masrout yesh li Israël. Il nous arrive des choses, bon je parle ici à un public qui est trop conscient, parce qu'en plus, ce qui est dingue, c'est qu'il y a plein de gens qui ne sont même pas conscients. Enfin, le type qui est conscient, il n'arrive pas à comprendre comment il y a des gens qui peuvent ne pas le voir. Enfin, je pense que je parle ici à un public de gens qui sont conscients que nous sommes en train de vivre une époque ultra privilégiée, que nos grands-parents, ou pas nos arrière-grands-parents, auraient donné beaucoup pour voir ne serait-ce que le 10e de ce que nous on voit tous les jours. Tous les jours. Et avec tout ça, tu ouvres la radio, tu entends la télé, tu vois ce qui se passe, ce qui fait les Khadeshot aujourd'hui, ce matin, dans les maisons des gens qui nous dirigent, etc. Et tu te dis, Masrou Israël, chez Yassel Nes, L'Otiam, la Mitzrayim Shelem, la Galout Shelem,
Pourquoi nous plus qu'il y a 3 générations? Pourquoi nous plus qu'il y a 4 générations? Masrout. Et la réponse est la même. C'est pas pour ce que vous avez fait dans le passé. Vous avez certainement beaucoup de mérite également, ok. Pas suffisant pour faire une boula aussi importante que celle-ci, un rassemblement des exilés aussi impressionnant que celui que nous sommes en train de vivre, qu'il n'a jamais eu dans l'histoire, non seulement de l'humanité tout entière, mais même d'Israël en particulier. Non, c'est pas à cause de vos mérites. C'est parce que vous êtes le seul peuple à être capable d'aller jusqu'au bout de cet avoda. Et tant que vous n'aurez pas encore fait cet avoda, ta'avdou et Elohim à la harazé, je continuerai à être derrière vous parce que je sais que vous en êtes capable. Et le peuple juif a été choisi non pas à cause de ce qu'il a fait ou ce qu'il aurait fait, mais à cause de ce qu'il va pouvoir faire. Et c'est la même chose pour Abraham, qui évidemment représente à lui seul l'élection d'Israël. Et le Lech Lecha, comme vous le savez, a été écrit dans le texte comme un coup de tonnerre. Rien ne prépare le lecteur à ce Lech Lecha Me'artzecha. Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a fait avant? Le Midrash, évidemment, il essaie de combler les manques. Il a certainement fait plein de trucs. Alors voilà ce qu'il a fait. On te raconte tout ce qu'il a fait, et comment est-ce qu'il est arrivé à être celui qui... Mais le texte ne le dit pas. Pourquoi le texte ne le dit pas? Non pas parce que c'est pas arrivé, mais parce que s'il avait écrit qu'Abraham c'était celui qui avait réfléchi tout seul, qui avait trouvé Hachem, qui avait détruit les idoles, etc., tu aurais pu croire que c'est à cause de ça qu'il a été choisi. Mais non! L'élection d'Abraham, c'est pas à cause des mérites passés, c'est à cause de ce qu'il attend plus tard. Parce qu'il n'y a que lui qui est capable de faire ce que je lui demandais maintenant de faire. Vous comprenez? C'est ça ce que dit Rachid. C'est pour ça que Rachid a été obligé d'expliquer la question en fonction de la réponse. Et cette lecture de Rachid, qui est une lecture qui est rassurante d'une certaine manière. Parce que ça veut dire que tant que nous avons une histoire particulière, ça veut dire que nous n'avons pas encore terminé la mission que nous avons à jouer, mais ça veut aussi dire que nous sommes capables de le faire. Sinon on ne serait pas là. Depuis longtemps, on ne serait plus là. Donc évidemment, c'est à la fois rassurant et à la fois très responsable. Okay. Mais ça, c'est la lecture de Rachid. Très importante, cette lecture de Rachid. Mais, comme je l'ai la vérité, tout le monde n'est pas d'accord. Et puisqu'il nous reste beaucoup de temps, je vais vous dire oralement la lecture du Ramban. Et si on a encore le temps, on n'aura plus le temps. On n'a plus le temps. Déjà maintenant, on n'a plus le temps. Alors, on va laisser tomber le Ramban. Vous allez qu'à le lire tout seul, ça vous apprendra à prendre du temps. Et je vais vous dire en une phrase la lecture de Rav Hirsch. Parce que le Ramban, je sais que vous pouvez le faire tout seul. Mais le Rav Hirsch, si vous n'êtes pas dessus, vous allez le rater. Vous allez le rater. Oh, c'est impossible de rater le Rav Hirsch là-dessus, c'est incroyable. Et vous savez, Hirsch, le Rav Hirsch, Shimshon Raphaël Hirsch, 19e siècle, la main, c'est dingue, parce qu'il écrit ici, au 19e siècle, un pirouche qui me semble à moi tellement évident que tu te demandes comment est-ce qu'en 19 on peut le trouver avant. Quoi. Et ça donne un peu d'espoir quand on n'a pas été dit. Et donc, c'est pour ça que tu as du blanc ici, c'est pour écrire ton propre pirouche, certainement aucune personne n'a pensé avant toi. Alors regardez ce que dit Hirsch, le Rav Hirsch. Critique de ce suivant. Sur Mianochik. Alors Hirsch explique comme ça. D'abord, il explique non pas comme Rachid, mais comme Ramban, c'est-à-dire que c'est une seule question. C'est pas deux questions différentes, mais c'est une seule question double, celle de Moshe. Qui je suis petit A pour aller parler à Pharaon et qui je suis petit B pour aller délivrer le peuple. C'est bien? Donc, comme on l'a compris au départ, pas comme Rachid. Une seule question. Mais alors, le grand chidouche de Hirsch, c'est de dire que cette double question-là, qui je suis, petit a, petit b, elle a le droit à une réponse qui tient tout entière en 3 mots. Qui est imach, et d'après le Rav Hirsch, qui est imach, c'est une réponse à la fois au petit a et au petit b. Je serai avec toi quand tu devras parler à Pharaon, je serai aussi avec toi lorsque tout ça sera derrière toi et que tu devras diriger le peuple, là aussi je suis avec toi. Je serai avec toi tout le temps. Point final. Et en disant qui est imach, j'ai répondu à toute ta question dans son ensemble, à ces deux parties. Ouais, alors c'est quoi la suite des élèves Pharaon qui a montré sur Afrika? Ah oui, dit le Rav Hirsch. Ça n'a rien à voir avec les questions de Moshe. Ça n'a rien à voir avec les questions de Moshe. Ça, c'est le bon Dieu qui dit bon, j'ai répondu à tes questions, ok, mais maintenant que j'ai le micro, j'en profite. Il faut encore que je te dise un truc. Et c'est maintenant le moment de te le dire. Vézé, et ça. Alors, d'après le Rav Hirsch, Zé, c'est pas le buisson. D'après le Rav Hirsch, Zé, c'est pas non plus le Maman Asina, le Ramban le dira, mais on n'a pas le temps de le faire. Zé,
c'est ce que tu viens de dire. C'est bien comme c'est vrai. C'est le fait que tu sois posé la question, Mi Anochi, qui je suis. Cette modestie qui est tellement naturelle chez toi, qu'elle te vient spontanément. Qui je suis pour diriger. Mi Anochi qui est là, Mi Anochi qui est au ciel. Ça, c'est Lecha Haot. C'est un signe qui t'accompagnera tout le temps. Lecha, tout le temps. Qui est Anochi chez la Ticha. Que c'est moi qui t'ai nommé. Parce que si j'avais pris quelqu'un qui a un ego démesuré, comme ça ne manque pas dans notre peuple, alors, bien sûr qu'il aurait sorti le peuple d'Égypte, parce que j'aurais aidé, puisque c'est mon but. Oui, mais les gens auraient cru qu'il le fait pour lui-même. Mais les gens auraient cru que c'était lui qui se cherche la gloire. Parce que c'est lui. Parce que demandez donc à un Cubain de vous raconter la révolution cubaine et regardez combien de fois il prononcera le mot de Fidel Castro dans la phrase. Mais moi, je ne veux pas de ça. Moi, je veux un peuple qui, lorsqu'il racontera la sortie d'Égypte, une fois par an, assis autour de la table du Seder, sera capable de rentrer dans le détail de la sortie d'Égypte sans prononcer une seule fois le nom de Moshe. Ça, je veux. Et ça, je ne pourrais pas l'avoir avec quelqu'un d'autre. Cette modestie-là, Lecha Haot qui Anochi chez la Ticha, c'est le signe qui t'accompagnera. Chaque fois que tu parleras, les gens diront bien que c'est pas toi qui voulais te mettre au-dessus. Parce que, justement, parce que tu bégayes, parce que tu as toujours l'impression de vouloir être ailleurs, parce que chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu dis, je t'avais bien dit de ne pas m'envoyer. Et les gens le voient, ça. Et le fait que tu le vois, ils comprendront bien que c'est pas toi qui t'es placé. Qui Anochi chez la Ticha, c'est moi qui t'ai placé. Et alors, lorsque dans 3 mois, vous arriverez ici sur le Sinaï, comment dit le passage? Qui Anochi chez la Ticha, Beotziacha, et Ta'am Mitzrayim, Ta'avdun, et Elohim à la Harazé. Vous servirez, vous, c'est-à-dire toi et le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Si j'avais pris quelqu'un avec un ego démesuré, il serait arrivé également sur la montagne dans 3 mois. Seulement, qu'est-ce qui serait passé? Il l'aurait servi sur la montagne. Parce qu'il aurait profité de cette sortie d'Égypte pour se mettre en avant. Mais ça, j'en veux pas. Alors je te cherche, toi. Zelechaot. Ce bien Nochi. Zelechaot. Nochi chez la Ticha. Beotziacha et Ta'am Mitzrayim. Ta'avdun. Ata vehem. Ta'avdun et Elohim à la rasée. Et non pas que eux te servent toi sur cette montagne-là. Voilà le pshat du Rav Hirsch qui me semble tellement rentré dans les psukim que c'est frustrant qu'on n'a pas réussi à le trouver avant lui. C'est frustrant qu'on n'ait pas réussi à le trouver avant lui, parce que ça me semble être le pshat pachut du passé. C'est ça. Pour votre attention. Avec un ami en train de payer. Merci à vous tous. Rendez-vous dans 2 semaines, le 24 janvier, pour l'intervention du Rav Yosef Atoun, qui viendra ici même, 8h15. Rendez-vous pour les croissants, et 8h30 le cours commence. Bienvenue et Le